En regardant Prisoners pour la première fois, on a tous été surpris en voyant ce qui est arrivé à Keller à la fin du film. Il est passé par tant de désespoir, de peur et de détresse qu'on pensait tous qu'à la fin il retrouverait sa fille. Mais au lieu de ça, il s'est retrouvé au fond d'un trou avec pour seule récompense un sifflet et des regrets, alors que pourtant il avait mis tout en œuvre pour la retrouver, allant même jusqu'à franchir les limites morales pour y arriver. Tu t'es jamais demandé pourquoi il a eu une fin aussi triste? C'est quand même surprenant. Il y a forcément une raison derrière ce choix vu que le film est réalisé par Denis Villeneuve, un cinéaste qui nous a toujours proposé des fins aussi ambiguës que choquantes et qui nous a démontré son amour pour la narration complexe et pour les visuels aussi beaux qu'expressifs. Du coup, ça m'a fait réfléchir. C'est pourquoi j'ai décidé d'analyser ce personnage, déjà pour découvrir pourquoi il a eu droit à ce traitement et savoir pourquoi son ami a eu droit à une fin heureuse et pas lui. Parce que même le fait que deux familles soient éprouvées de la même façon n'est pas un hasard. Ça crée un parallèle entre les deux qui est bien plus profond que ce qu'on pourrait croire. Alors je pense qu'on est tous passés à côté du secret qui justifierait cette fin et qui remet en cause tout le parcours de Keller, qui est tellement complexe et paradoxal qu'on en arrive à se demander si c'est le protagoniste ou bien l'antagoniste du film. Et c'est là que se cache le paradoxe de la prison dorée. Plongeons ensemble plus profondément dans cette histoire qui est bien plus complexe qu'elle veut nous le faire croire. Bienvenue dans le paradoxe. Avant de commencer, je vais te demander de garder en tête ce plan qu'on nous montre très tôt dans le film. Un plan aussi simple que complexe. Deux fillettes, Anna et Joy, ont disparu. Un détective, Loki, privilégie la thèse du kidnapping. Le suspect numéro 1, Alex, est rapidement arrêté, mais il est relâché quelques jours plus tard faute de preuves, entraînant la fureur de Keller, le père d'Anna. Aveuglé par sa douleur et dévasté, il se lance dans une course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De son côté, Loki essaie de trouver des indices pour arrêter le coupable avant que Keller ne commette l'irréparable. Voilà en gros le synopsis du film. Pour commencer, la première chose qui saute aux yeux après le premier visionnage, c'est le titre du film qui prend tout son sens. Quand on se rend compte à quel point tous les personnages principaux sont prisonniers d'une façon ou d'une autre. Le protagoniste, Keller, qui est prisonnier de sa rage qui l'aveugle et de sa responsabilité. L'inspecteur Loki, qui est prisonnier de son travail comme beaucoup d'autres inspecteurs. Alex, qui malgré le fait d'être conscient qu'il a été enlevé, il est prisonnier mentalement. Et oublions pas l'antagoniste, qui elle est prisonnière de sa guerre qu'elle mène contre Dieu. Et bien évidemment les deux fillettes. Tu dois te demander pourquoi j'ai pas commencé par elles. Eh bien c'est parce que j'ai découvert que de tous les personnages, c'est Keller qui subit de plein fouet les conséquences d'un emprisonnement dont il est victime depuis des années, et qui jusqu'à présent était très bien dissimulé. Dès la scène d'ouverture du film, on entend Keller réciter une prière. On comprend qu'il a la foi, mais aussi qu'il se tient prêt à affronter toute éventualité. Un engagement que lui a transmis son père qui implique ferveur, responsabilité et autonomie. Trois attributs qui vont le guider tout du long, mais il ne le sait pas encore. Après que les enfants ont été enlevés, l'inspecteur Loki confronte le premier suspect, Alex. Il lui met la pression avec son interrogatoire. Mais il comprend vite qu'il est fragile et qu'il a un retard mental. Vu son expérience, Your police captain told me that you've solved every case that you've ever been assigned, is that right? il change vite de direction. Mais au même moment, Keller, à cause de ses émotions, sa responsabilité, mais surtout le fait d'être dans l'urgence, il focalise toute son attention vers Alex. Du coup, il n'a pas le temps d'envisager une autre possibilité. Malheureusement, les émotions ont tendance à obscurcir notre raisonnement. Mais ici, avec Keller, ça va beaucoup plus loin. Alors au moment où Alex sort de garde à vue, faute de preuves, l'instinct paternel et protecteur d'un père en détresse prend le dessus. En sortant de chez lui déterminé, un premier avertissement retentit pour lui rappeler d'être patient. Mais il ne l'écoute pas, alors que paradoxalement, il a trouvé la patience nécessaire pour attendre qu'Alex sorte de chez lui pour pouvoir le kidnapper. Malgré tout ce qu'il lui inflige, il ne cède pas. C'est là qu'on peut déjà se rendre compte de leurs points communs. En fait, ils sont tous les deux faces d'une même pièce. Retiens bien ce détail. Le problème avec Keller, c'est qu'il n'a pas envisagé une autre approche. Alors que parallèlement, son ami qui ressent la même douleur que lui et qui a tout autant envie de retrouver sa fille, a vite compris que c'était peine perdue et que ce qu'il faisait était mal. Et il n'a pas manqué de le lui dire. Mais même malgré ça, il a continué à le torturer encore et encore.
Mais ce qui est le plus perturbant, c'est l'inventivité qu'il trouve pour pouvoir continuer à le torturer, en l'enfermant dans la salle de bain. Il espérait avoir un résultat en protestant qu'il voit dans son regard. Mais on peut pas se baser sur l'instinct à l'instar des preuves. Bon, tu vas me dire qu'Alex l'a provoqué dans le parking. À première vue, c'est vrai, mais après le premier visionnage, on comprend qu'en réalité, il voulait le rassurer. Il faut pas oublier qu'il a lui-même été dans la même situation qu'elle, et sa pseudo-tante le dit à la fin. À la base, Alex voulait juste leur faire un tour. Alex never laid a hand on those girls. Just wanted to take them for a ride in the camper. I was the one who decided they should stay. Oui, je sais. Comment Keller était censé le savoir? Eh bien, la vraie question que tu dois te poser, c'est pourquoi il n'a pas cherché à se remettre en question. Je pense que Denis Villeneuve et le scénariste Aaron Kuzikowski ont introduit un message caché pour nous parler d'un problème auquel est confronté la plupart des gens, mais qui paradoxalement est invisible aux yeux de tous. Et ce duo le représente à la perfection. Les choses les moins populaires sont souvent les plus difficiles à faire. En direction de là où se trouve Alex, Keller, qui jusque-là a décidé de ne pas prendre en compte le premier avertissement, un deuxième se dresse sur sa route, en le coupant dans son élan. Quand il s'en rend compte, il décide encore de ne pas l'écouter, et ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est mentir. Where are you going just now? Parked at the liquor store. I have a bottle of liquor. You're the shit-hot detective. Work it out. Il a même renoncé à 9 ans et demi d'abstinence à la boisson pour rendre crédible son mensonge. I've been drinking 9.5 years. Mais malgré ces deux signes, il continue à être dans le déni et à se mentir à lui-même, en pensant que lui seul pourra les sauver. Mais même malgré ça, un troisième avertissement lui vient, et il lui dit clairement ce qu'il doit faire à travers l'inspecteur Loki. Mr. Dover, what? You need to take care of yourself and your wife. That's the best thing you can do right now. That little girl is gonna need you when she comes home. S'il l'avait écouté à ce moment-là, il aurait peut-être pu inverser la situation, car c'est limite une prémonition des événements qui vont arriver. Et cette performance... Every day! So forgive me for not going home to have a good night's rest! And why didn't you look for my fucking daughter rather than fucking... Hey. Bon, c'est subjectif, mais je pense qu'en réalité c'est volontaire de la part de Denis Villeneuve, car il voulait accentuer les conséquences du point commun entre Keller et Alex. Et on le voit, au moment où l'inspecteur Loki débarque dans l'immeuble et passe juste à côté d'Alex, et qu'Alex ne dit rien, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille à Keller. Ça aurait dû lui prouver que soit il est tellement faible qu'il se soumet facilement, ou qu'il est tellement conditionné que c'est peine perdue. Tout comme lui en fait. Voilà ce qu'ils ont en commun, le conditionnement. Parce que Keller est le fruit du conditionnement de son père, qui lui a appris à se préparer comme on l'a vu plus tôt, mais surtout à se tenir prêt et à ne compter que sur lui-même. Pray for the best, prepare for the worst. C'est pas pour rien qu'on l'apprend dès le début, avant même que tout commence. Mais on apprend aussi par la suite que le père de Keller s'est tiré une balle en pleine tête. Pourquoi? Est-ce qu'il avait peut-être fini par comprendre qu'être en adéquation avec la foi et la religion consiste à aider et pardonner, mais surtout avoir confiance et être patient quand il n'y a plus d'espoir, et ne pas faire tout l'inverse pour protéger sa famille? Est-ce que la représentation de ça ne serait pas l'immeuble dont Keller a hérité, une fondation solide, mais un intérieur délabré? Bon, ça reste une théorie, mais pour moi c'est ce qui se rapproche le plus du propos du film, parce que ça fait écho directement avec Keller, comme on le verra à la fin. Mais ça fait aussi écho avec ce père de famille qui a été patient et qui a espéré. Même s'il a participé à contre-cœur, il a regretté au final. Et il a été récompensé en retrouvant sa fille sans faire de réel effort, car c'est ni l'inspecteur ni Keller qui l'a sauvée. Elle est littéralement venue jusqu'à lui. En fait, c'était un dernier signe destiné à Keller, parce que depuis le début, c'était son Dieu qui cherchait à l'aider à lui montrer le chemin. En sauvant la fille de son ami, il lui montre qu'il aurait pu faire la même chose pour la sienne, s'il avait eu confiance et qu'il s'était montré patient. Mais malheureusement, c'était trop tard. Il était enfoncé trop profondément dans ce trou qui est littéralement représenté à la fin du film. Un trou qui représente son ignorance. Il y a cette théorie que j'ai trouvée et je veux avoir ton avis. C'est au sujet d'Alex et de tout son cheminement. Tu sais ce passage où Keller se demande comment une personne avec le mental d'un enfant de 10 ans peut conduire une voiture. On se rend compte que ce simple questionnement a eu des répercussions sur tout leur cheminement commun. Du coup ça m'a intrigué et je me suis aussi posé la question. Et après réflexion, je me suis rendu compte qu'au final pourquoi pas. Les traumatismes, les handicaps et surtout les handicaps invisibles sont beaucoup trop complexes et individuels pour savoir si la personne sait faire telle ou telle chose. Mais généralement on pense pas à ça sur le moment. Alors que ça devrait être normal de ne pas juger. T'es pas d'accord? C'est difficile
difficile de comprendre les autres, parce qu'on juge les actes des autres à l'échelle de notre propre niveau d'information et de notre propre sens des valeurs. Alors je pense que c'est ça le message caché qu'on a voulu nous transmettre à travers Alex et Keller. Le fait de facilement juger peut avoir des conséquences dramatiques, parce qu'il s'est avéré qu'Alex était une des victimes du film. Mais heureusement, il a eu une fin heureuse, malgré tout ce qu'il a enduré, car au final il a été sauvé, soit grâce à l'inspecteur ou plutôt grâce à Keller, parce que s'il n'avait pas été enlevé une deuxième fois, est-ce que Loki aurait réussi à faire le lien? Du coup, est-ce que ça veut dire que ses actions ont eu de bonnes conséquences, ou est-ce que tout ceci n'était pas juste le plan qui était écrit ou prédéterminé? Parce que finalement, ceux qui devaient être sauvés l'ont été, et ceux qui devaient être punis l'ont été aussi. Ah là là, il y a tellement de lectures différentes qu'on se croirait dans un labyrinthe. D'ailleurs, il y a un dernier prisonnier dont on n'a pas parlé, celui qui est prisonnier du labyrinthe. Est-ce que finalement, ça serait pas une métaphore de la vie? Parce qu'on est tous prisonniers de quelque chose. Cette chose a plusieurs noms. Addiction, obligation, passion, obsession, nécessité, ou même l'espoir. Et même si on décide de s'échapper d'une d'entre elles, on finit par être prisonnier d'une autre. Alors finalement, on est tous pris dans un labyrinthe rempli de fausses sorties. Alors qu'il existe une vraie sortie qui se nomme liberté. C'est-à-dire la liberté de choisir sa prison, car chaque détour, chaque impasse te rapproche un peu plus de toi-même. Voilà ce qu'est la prison dorée. Et là, en l'occurrence, celle de Keller était la religion. S'il aurait compris réellement sa signification et qu'il l'aurait appliqué comme il le dit au début du film dans sa prière, ça aurait pu se passer différemment. Il s'en rend compte beaucoup trop tard, malheureusement. Forgive us our trespasses. Tell me where they are! Swift. I can see it in his eyes, he fucking knows. Please tell me! Tell me! Swift. Where's my... Denis Villeneuve nous avait prévenu au début du film, entre sa foi et la survie de sa fille, la barrière était trop fine. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que même après tout ce que Keller a fait, Almighty God, protect my girl. sa dernière prière a été entendue et acceptée de justesse. Show me your hands right now. Stop right now! Show me your fucking hands. Do not move and show me your hands. Parce qu'une fois en état d'impuissance, il a fini par comprendre. Comme quoi l'espoir et le pardon font partie des choses les plus importantes que la religion peut nous apprendre. Et la fin de ce film te laisse la porte ouverte sur ta propre interprétation. Est-ce que son Dieu qui a cherché à l'aider tout le long du film va être une fois de plus clément envers lui et va lui pardonner et le sauver à travers Loki? C'est à toi de choisir. Ou plutôt c'est à toi de juger. Est-ce qu'il a le droit d'être sauvé ou pas? Je kiffe ce genre de fin, parce que la morale est à la fois ambiguë, mais aussi remise en question en fonction de la mentalité de chacun. Et des fins comme ça, on en a eu des vraiment incroyables. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux aller voir celle que j'ai fait sur le Dr. Mann, le héros caché d'Interstellar. Sur la chaîne, on ne va pas juste analyser des personnages de films, mais aussi de jeux vidéo, séries et animés. Et d'ailleurs, le prochain épisode du Paradoxe sera sur Joel, dans The Last of Us Partie 2. On verra pourquoi il a eu ce qu'il mérite. Oui, t'as bien entendu. Alors si tu veux pas la rater, n'hésite pas à t'abonner. Et si ça t'a plu, à laisser un commentaire et un like. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur les réseaux. Tu peux également soutenir mon travail sur Tipeee si tu le souhaites. Tous les liens sont en description. La recommandation du jour, c'est la série Warrior, disponible sur Max. Basée sur les écrits de Bruce Lee, elle est aussi bien écrite que ses chorégraphies de combat. Alors si t'as aimé la série Banshee, Peaky Blinders ou même Ip Man, je pense que tu vas adorer. Avant de partir, n'hésite pas à me donner ton avis sur le contenu de la vidéo, ça m'aidera à m'améliorer. Prends soin de toi et de ta famille, on se dit à la prochaine. Salut. Salut mon pote.